Mes chers amis, bonsoir. Sur cette chaîne, j'ai souvent parlé des menaces que peuvent représenter le cosmos lointain quant à l'intégrité de notre planète. Que ce soit des menaces réelles comme avec l'activité humaine, qui là pour le coup n'est pas un phénomène spatial, ou plus obscures comme des événements cosmiques, des comètes, des astéroïdes, des tempêtes solaires. Bref, tout y passe. J'ai même parlé des sursauts gamma, des crises de colère venant d'étoiles à neutrons qui rejettent une quantité presque débile de lumière et de matière et qui, s'il est pointé en direction de la Terre et suffisamment près, pourrait balayer notre atmosphère en quelques minutes. Mais ces événements, surtout le dernier, sont hautement improbables. Vous avez 10 fois plus de chances de gagner 2 fois au loto dans la même semaine que de voir l'atmosphère être balayée par un sursaut gamma. Et pourtant, à chaque fois qu'on pense qu'on a fait le tour, on découvre de nouveaux trucs. Des trucs bien obscurs qui rendent ce désert froid et hostile qu'est le cosmos encore un petit peu plus terrifiant et bizarre. Laissez-moi vous parler des nuages interstellaires toxiques. En novembre 2012, la sonde Cassini est en orbite autour de Saturne depuis plus de 8 ans et survole à nouveau Titan, la plus grosse lune du système. C'est également la seule lune planétaire du système solaire à avoir une atmosphère dense, encore plus dense que celle de la Terre, au point d'avoir une surface invisible depuis l'espace. Cassini y fera une étrange découverte, un nuage beaucoup plus froid que la température ambiante de la haute atmosphère de Titan. Au début, on savait pas trop ce que c'était, avant de découvrir quelque chose qui est finalement inattendu dans les hypothèses. Ce nuage, absolument immense, couvre une zone de plus d'1 million de kilomètres carrés et est en perpétuelle rotation au-dessus du pôle sud de Titan. C'est également en très haute altitude, à plus de 300 km au-dessus de la surface, qui est donc bien trop élevé pour permettre la formation de nuages, même sur Titan. Ce nuage est en partie constitué de glace d'eau, mais aussi de cyanure d'hydrogène, qui devrait normalement se condenser à une altitude de 80 km, ce qui fait que les scientifiques ont dû revoir leur modèle. Ce qui voudrait dire que l'atmosphère polaire de Titan est bien plus froide que ce qu'on attendait. Mais surtout, le cyanure d'hydrogène. Personne ne pensait qu'une molécule pareille pouvait se retrouver dans l'espace. Et dans l'espace, avec une aussi grosse quantité que celle-là. Et là, va falloir revenir un petit peu de 3 minutes sur ça. Le cyanure d'hydrogène, c'est une molécule que l'on connaît très bien sur Terre, parce qu'elle fait partie de la famille du cyanure. Faut que j'explique 2-3 trucs. Si je dis cyanure, vous allez instinctivement penser aux fameuses pilules que les agents secrets ou les militaires utilisent pour ne pas révéler leurs secrets comme dans les films. Et pas que dans les films d'ailleurs, puisque c'est emprunté de la réalité. Et encore aujourd'hui. Et vous auriez raison. Mais le cyanure, c'est avant tout une famille de molécules qui est particulièrement intéressante et surtout particulièrement toxique. À la base, le cyanure, c'est du CN, un atome de carbone et un atome d'azote, avec 3 liaisons électroniques. On le trouve dans la nature avec son dérivé, le ion cyanure, et qui porte une charge élémentaire négative sur l'atome d'azote. Il est à la fois extrêmement utile et en même temps une substance à ne surtout pas ingérer, sans quoi vous mourrez. On va pas rentrer dans le détail chimique parce que c'est pas vraiment le thème de la chaîne, mais en gros, le ion cyanure, ça a la capacité de bloquer votre respiration cellulaire, c'est-à-dire que ça empêche littéralement les molécules de dioxygène que vous respirez de transiter ensuite de vos poumons jusqu'à votre sang. Ce qui fait que si vous en respirez un peu trop, littéralement, vous vous asphyxiez en quelques minutes. Et vous perdez connaissance avant aussi. Il y a aussi les sels de cyanure. Pas comme du sel de table, hein. Ce sont d'ailleurs ces sels qui composent ces fameuses pilules qui permettent d'achever prématurément votre existence. Voilà. Même si en vrai ces pilules c'est absolument pas la première utilité de ces molécules. On a le potassium, KCN, le sodium, NaCN, et l'argent, AgCN. Ils sont solides, super stables, faciles à conserver et quelques centaines de milligrammes suffisent à devenir létales. Vous l'aurez compris, pour l'homme, et pas que pour l'homme d'ailleurs, ces molécules constituent une véritable saloperie. Un poison, littéralement. Pourquoi on en utilise?
parce que c'est extrêmement pratique, surtout dans l'industrie métallurgique. Les ions cyanure sont très efficaces pour la production de plastique ou leur fumigation. Les sels argentés sont utilisés pour la galvanoplastie, une technique qui dépose des fines couches de métal sur un objet utilisant du courant électrique. Et le sel d'argent favorise un dépôt uniforme du métal sur l'objet que l'on veut mouler. Bon, tout ça c'est super, mais ça reste quand même extrêmement dangereux et toxique pour l'homme et pour l'environnement. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser ça avec précaution. Il y a déjà eu des accidents industriels à base de cyanure qui s'échappe. Et encore, c'est pas le pire. Le pire, c'est le cyanure d'hydrogène, justement. Ce même cyanure qu'on a trouvé en gaz en quantité importante dans la haute atmosphère de Titan, dans ce fameux nuage très haut dans l'atmosphère et qui est en perpétuelle rotation autour du pôle sud. Comme son nom l'indique, c'est aussi un cyanure, mais avec un atome d'hydrogène qui a une liaison électronique avec le carbone, donc ça fait HCN. Et là pour le coup, il est neutre, il n'y a pas d'ion et il n'y a pas de charge positive ou négative. Et ça, c'est majoritairement un gaz très volatile et forcément toxique. Il se dissout dans l'eau avec une facilité déconcertante, ce qui donne le fameux acide cyanhydrique. Et ces décompositions rejettent du ion cyanure qui lui-même est déjà toxique. Et en plus de ça, c'est inflammable. La concentration nécessaire pour succomber au HCN dans l'air est de 300 ppm. ppm, c'est une unité de mesure précisément celle de la pollution, ce qu'on appelle les parts par million. En gros, c'est le nombre de molécules par rapport à 1 million de molécules dans un système. Donc ici, notre système, c'est l'air ambiant. Justement, 300 ppm ou 300 parts par million, ça veut dire 300 molécules sur 1 million. Ça veut dire que si on sélectionne au hasard 1 million de molécules d'air et qu'on en retient 300 qui sont de cyanure d'hydrogène, ça veut dire que l'air est suffisamment contaminé pour être létal. En gros, si vous respirez de l'air avec une concentration de 0,03% de HCN, vous êtes mort. Respirez-en pendant 30 secondes et vous avez des énormes irritations. Respirez-en pendant 2 minutes et c'est terminé. C'est rassurant, hein? Ouais, non, pas tellement. Et cette dualité entre atout chimique industriel énorme et poison tueur, c'est malheureusement bien trop illustré dans l'histoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Fritz Haber, un chimiste qui a une carrière particulière. Il a compris depuis le début du siècle dernier que le ion cyanure, c'est un biocide qui dézingue absolument tout ce qui bouge en termes de vivant et qui bloque la respiration cellulaire pour la moitié des espèces. Ces mêmes biocides seront utilisés pendant la Grande Guerre comme des armes chimiques, parce que des composés trouvables dans la nature que l'on peut synthétiser et qui provoquent une asphyxie, ça se transforme en gaz de combat. Seulement, Fritz Haber et son collègue Karl Bosch ont inventé le procédé de Haber-Bosch, d'où leur nom. C'est une technique qui permet l'augmentation accrue de production d'engrais, ce qui permet d'augmenter le rendement agricole et donc éviter de potentielles famines. Alors je schématise, mais le procédé de Haber-Bosch a révolutionné l'agriculture et est considéré comme l'une des avancées modernes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, au même titre que l'invention de l'imprimerie ou la découverte de la fission nucléaire. Vraiment, je déconne pas. On estime qu'avec ce procédé, on a pu sauver la vie de centaines de millions de personnes. Et ça aussi, ça a des conséquences, parce que c'est gourmand en ressources, ça émet beaucoup de CO2, et l'ammoniac utilisé dans le procédé a lui aussi été détourné pour fabriquer des explosifs. Ah oui, on est extrêmement fort pour sauver des gens comme pour essayer de les buter. Et pour le cyanure d'hydrogène, c'est encore pire parce qu'il a été utilisé pour être le principe actif du Zyklon B. Il y a déjà plusieurs vidéos, plusieurs documentaires qui parlent un petit peu de ce procédé et des dérives absolument abominables qui en ont été faites. Vous vous doutez bien. Donc si je vous parle de tout ça et si on bascule rapidement dans un aparté hyper grave, en fait c'est pour que vous vous rendiez compte du potentiel danger horrible que peuvent représenter ce genre de molécules au niveau chimique. Et là vous pouvez me dire que de toute façon, absolument tout ce qu'on trouve dans l'atmosphère de Titan est toxique techniquement. Donc pourquoi est-ce que le cyanure d'hydrogène ferait exception?
Bah ouais, même si Titan est l'une des candidates pour l'apparition de la vie dans le système solaire, ça reste quand même une atmosphère de moins 150 degrés quasiment composée de méthane et de diazote, qui est extrêmement dense, qui ne laisse absolument rien filtrer, avec quasiment aucun composé bio-organique, avec quasiment pas d'eau non plus, et avec des lacs d'hydrocarbures. Donc que l'on trouve des trucs toxiques pour nous dans des environnements qui sont déjà toxiques, techniquement, bah qu'est-ce que ça change ? Eh bien pour le cyanure d'hydrogène, c'est quand même assez bizarre. Parce que non seulement il est étonnant de retrouver autant de HCN dans la nature, mais ça l'a été encore plus quand on s'est rendu compte qu'on pouvait également en détecter en abondance dans la nature extraterrestre. C'est-à-dire toutes les choses naturelles, non transformées par l'homme, qui sont logiquement dépourvues de vie, puisqu'elles se trouvent hors de notre planète. Mais il n'y a pas que les lunes de Saturne qui sont impactées. Il y a aussi le cosmos lointain, notamment le milieu interstellaire entre les étoiles. Le HCN, c'est quand même une molécule très simple et très stable. La majorité des atomes que l'on peut trouver dans les nuages interstellaires, c'est de l'hydrogène et du carbone. Si nous sommes capables de connaître la composition de gaz extraterrestres qui se trouvent à des milliards de kilomètres ou des milliers d'années-lumière, c'est parce que ces mêmes molécules émettent de la lumière, donc des photons, à une fréquence très précise, que l'on peut accorder à ces mêmes molécules, et donc savoir ce que c'est. Et vous serez assez étonné de constater le nombre de molécules complexes que l'on peut trouver dans les pouponnières d'étoiles et dans les nuages interstellaires. L'idée que des molécules toxiques comme ça se forment dans l'espace a commencé à émerger dans la tête des physiciens au début de la radioastronomie, quand on a commencé à construire les premiers radiotélescopes complexes. Et c'est quand même bien plus pratique de sonder l'univers avec de la lumière radio, c'est-à-dire de la lumière que l'on ne peut pas voir. Et c'est à partir de là qu'on a détecté du cyanure d'hydrogène. On les a repérés dans plusieurs régions du milieu interstellaire, notamment les nuages moléculaires denses et les nébuleuses, c'est-à-dire les endroits où les étoiles se forment, qui baignent dans du gaz ambiant et qui composent les plus belles images prises par les télescopes Hubble et James Webb. On en a trouvé par exemple dans OMC1, un nuage qui se situe à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion. Large de plusieurs centaines d'années-lumière, on en a détecté du cyanure d'hydrogène en très grande quantité en gaz, et aussi sous forme de minuscules grains de glace avec des températures négatives extrêmes, proches de moins de 100 degrés. Compte tenu de ce genre de composition improbable, on les a appelés les nuages interstellaires toxiques. Même si, encore une fois, par définition, tout est toxique dans le milieu interstellaire, parce que l'homme n'y survivrait pas plus de 5 secondes avant de perdre connaissance, et voilà. Maintenant une question se pose. Que se passe-t-il si jamais le système solaire traverse l'endroit de la nébuleuse d'Orion qui contient du cyanure d'hydrogène? Est-ce que ce serait toxique? Est-ce que ce serait imprévisible, un petit peu comme un sursaut gamma? Est-ce que l'intégrité de notre atmosphère sera préservée? Déjà, des nuages comme ça, il y en a un peu partout. Mais surtout, ils sont monstrueusement grands. Des centaines d'années-lumière de large. Le système solaire, ou plutôt la zone d'influence gravitationnelle du Soleil, est minuscule en comparaison, comme quasiment toutes les autres étoiles. Par contre, le Soleil comme les nébuleuses ne sont pas fixes dans la Voie lactée. Ils se déplacent. Pourrait-on traverser un jour un nuage interstellaire? Mathématiquement, ça arrivera un jour ou l'autre. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a aucune nébuleuse ou nuage interstellaire de ce genre dans l'apex, c'est-à-dire la trajectoire, la direction que prend le Soleil autour de la Voie lactée, ce sera pas avant des centaines de millions d'années. Donc c'est tellement loin dans le futur que la question de l'humanité ne se pose même pas. Mais si jamais une exoplanète, avec une vie carbonée exactement similaire à celle de la Terre, traverse un nuage interstellaire majoritairement composé de cyanure d'hydrogène, que se passerait-il dans le pire des cas? Eh bien en fait, rien. Comme je l'ai dit avant, sur Terre, il ne faut que 0,03% de HCN dans l'air ambiant pour que son inhalation soit mortelle au bout de 2 minutes. Mais pour que ça pose problème depuis l'espace, il faut avoir le même taux de concentration et surtout une pression atmosphérique qui soit similaire, parce que sinon c'est pas du jeu. Les images de nuages interstellaires et les nébuleuses nous donnent un peu l'impression qu'il s'agit d'un brouillard que l'on peut traverser. Mais c'est pas totalement le cas. Techniquement, on s'approche plus du vide spatial que de l'air ambiant sur Terre.
La nébuleuse d'Orion, par exemple, possède des nuages de HCN avec une concentration estimée entre 1000 et 1 million de particules par centimètre cube, ce qui est absolument ridicule. Selon nos modèles actuels, il faudrait que ces parties de la nébuleuse d'Orion qui possèdent du cyanure d'hydrogène soient 75 000 milliards de fois plus denses pour que ça pose problème si jamais la Terre fonçait dessus. Donc, bon, nuage interstellaire toxique, oui, mais en fait pas vraiment. Cet épisode est à présent terminé, il était un petit peu plus court mais j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour les commentaires positifs que vous mettez. Là aussi c'est un sujet, encore une fois, d'un truc que j'ai pas vraiment, que j'ai jamais abordé sur la chaîne, mais dites-moi si ça vous plaît. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, on s'abonne, on partage, on commente, on met un petit pouce bleu, on en parle autour de soi, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.